Mesdames et messieurs, il est l'heure à laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo passée de 4 secondes. Vous êtes sur Fuck News, la chaîne d'info en discontinu qui diffuse tout à J+, une semaine et demie. Bonsoir. Au sommaire des bonnes nouvelles aujourd'hui, la croissance économique française n'en finit plus de chuter. Au deuxième trimestre 2019, elle plafonne à 0,2% selon une première estimation de l'INSEE publiée mardi 30 juillet. Ces brillants résultats seraient, selon les experts, la conséquence directe du récent virage écologique du président Emmanuel Macron et de son engagement en faveur de la transition énergétique et de la décroissance. C'est le grand jeu à la mode de l'été, 4 ans après le succès de Pokémon Go, où est Steve et la sensation estivale des amateurs de cartes au trésor de l'Hexagone. Martin Ford, le créateur de Où est Charlie, dénonce un plagiat éhonté. À l'initiative de cette innocente récréation, Christophe Castaner voit quant à lui déjà plus loin. Steve est mort, vive qui a tué Steve. Anthony Ernest Pratt et Omar Haddad, créateurs respectivement du Cluedo et du Omar m'a tué, se seraient d'ores et déjà rapprochés de leurs conseillers en vue d'éventuelles poursuites. Peut-on encore créer sans plagier? Ce sera l'objet d'un débat avec nos invités Mathieu Bellamy du groupe News et Gad Elmaleh. Dans l'actualité sport, l'étonnante invincibilité des éléphants de la réserve de Niassa au Mozambique se poursuit. Entre juin 2018 et juin 2019, aucun braconnier n'est parvenu à abattre de pachyderme dans ce parc plus grand que la Suisse. Une victoire que les observateurs attribuent à un renforcement des défenses sur place. Les braconniers accusent quant à eux les éléphants de n'avoir, je cite, joué à rien et rappellent que, malgré la défaite, ils avaient la possession. Fin de citation. Météo. Où diable est passée cette foutue canicule? Les acheteurs en viager jugent les bénéfices du dérèglement climatique décevants. Enfin, nous matcherons avec Marlène Schiappa qui a fait cette semaine une étonnante révélation. Elle est en réalité sapiosexuelle, c'est-à-dire attirée par les personnes intelligentes. Une annonce qui soulève de nombreuses interrogations. Peut-on être à même de juger l'intelligence d'autrui quand son patronyme veut dire cancre en italien? Est-ce que si Marlène Schiappa juge son mari intelligent, ça veut en fait dire qu'il est complètement con? Et surtout, la question à laquelle nous tentons de répondre avec nos experts plateaux, est-ce que du coup, c'est mort avec Christophe Castaner? Mais avant de nous pencher sur l'actualité sérieuse, retournons à El Paso où s'est déroulé le 3 août, ce qui n'est jamais que la 250e fusillade de masse aux États-Unis depuis le début de l'année 2019. Un reportage sponsorisé par Bastos Industries. Il n'aura fallu que 48 heures aux journalistes de Fox News pour mettre la main sur le véritable coupable de ce carnage. Alors que la piste menant au jeune suprémaciste Patrick Russus prenait de l'ampleur ces derniers jours, il s'agirait en réalité d'un énième mauvais coup de la démoniaque industrie des jeux vidéo. La découverte d'un manifeste publié sur le site 8chan par Patrick Russus renforce en effet cette thèse. Si le jeune déséquilibré mental à intelligence sous-déficiente y développe vaguement quelques idées racialistes bon enfant, une phrase a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. Ne pas attaquer des zones lourdement gardées simplement pour satisfaire un fantasme de super soldat de Call of Duty. Call of Duty, aussi connu sous le nom de Pam Pam Boom Boom, est un jeu vidéo de type first person shooté sur lequel le pauvre irresponsable Patrick Russus se serait, selon des sources proches de la coudoir, entraîné avant de commettre sa terrible erreur de jeunesse. Des preuves accablantes et formelles qui lui montrent une fois encore toute la perfidie de ce que d'aucuns qualifient de 10e art. La très estimable National Rifle Association a immédiatement condamné les attaques et dénoncé l'influence néfaste des jeux vidéo sur la jeunesse. La NRA a également, par la voix de sa présidente Caroline Meadows, tenu à rappeler fort logiquement, je cite, qu'une arme n'est dangereuse qu'entre de mauvaises mains, contrairement à ces jeux vidéo là. Fin de citation. Place au monde réel et à de nouvelles bien plus radieuses avec le conflit au Yémen qui continue de voir ses audiences s'effondrer. Le 1er août 2019, 2 attentats ont visé les forces de police à Aden, la grande ville du sud du pays, tuant au moins 49 personnes et en blessant 48 autres. L'attaque a été revendiquée par les rebelles houthis opposés aux forces pro-gouvernementales. Pourtant, le hashtag Yémen saison 2019 gît au fond des limbes du top Twitter. Comment expliquer le désintérêt du public français pour ce feuilleton pourtant unanimement salué par la critique? La guerre est-elle encore tendance? C'est notre dossier du jour. Pour celles et ceux qui ont la télé et qui n'ont donc pas pu suivre l'intrigue jusqu'à présent,
Le Yémen, pays qui était déjà en amont le plus pauvre du Moyen-Orient, est ravagé par un conflit qui dure depuis mars 2015. Soucieuse de ne pas voir s'étendre à ses frontières un pays sous gouvernance chiite dans un contexte de rivalité régionale forte avec l'Iran, l'Arabie Saoudite se sert alors de l'exil à Riyad du président Hadi pour former une coalition de 9 pays sunnites, tous armés par la France. Par personne, absolument personne. De facto, personne ne viole allègrement le traité du commerce des armes adopté en 2013 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, et qui interdit la vente d'armes en direction de pays où sont commises des exactions contre des populations civiles. Dès lors, ce qui pouvait être qualifié de guerre civile devint une guerre tout court. Sur place 4 ans plus tard, la situation ressemble à un épisode de Rick et Morty. Pas moins de 20 millions d'individus nécessitent une aide humanitaire d'urgence, soit 80% de la population autochtone. Près de 3 millions de personnes ont dû fuir les combats et des bombardements d'une intensité supérieure à celle du Blitz subi par le Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale. Ah, et le Yémen fait désormais face à la pire épidémie de choléra de l'histoire de l'humanité avec 1,3 million de cas. Indéniablement, le conflit au Yémen, que les ONG surnomment d'ores et déjà la plus grande crise humanitaire du XXIe siècle, avait tout pour séduire petits et grands de 6 à 666 ans. Malheureusement, ce drame ne trouve pas son public, ce qui pose la question suivante. La guerre a-t-elle encore un avenir ? Et bonne nouvelle, tout porte à croire que oui. Selon un sondage TSS No-Fres commandé par la chaîne C4, il semblerait que le désintérêt du public se porte sur la guerre au Moyen-Orient, et non sur la guerre en elle-même. Il convient tout de même de saluer l'honorable longévité du concept, qui captive en prime time les ménages français depuis plus de 30 ans. Cependant, les arcs autour de Daesh et d'Al-Qaïda, qui peinent à trouver une conclusion convaincante, ont achevé de lasser les spectateurs. Par ailleurs, la concurrence d'œuvres plus réalistes et en adéquation avec les valeurs de notre époque, telles que Game of Thrones ou The Witcher, démontre un attrait grandissant du public pour des techniques de combat disons plus traditionnelles. Alors, messieurs les belligérants du Proche-Orient, peut-être est-il temps de cesser le feu, pour ressortir ces bons vieux sabres, bordel. Et prenons-nous à rêver, qui sait, peut-être que cette fois on aura droit aux éléphants de combat de la Compagnie Dorée. Ça tombe bien, ceux du Mozambique sont actuellement dans une forme olympique. Ah, et si vous pouviez aussi mettre un chouïa plus de sexe, juste un chouïa, si sexe and sunnite quoi. Fin du monde, le poumon vert de la planète n'assure plus le service minimum. Sur les 34 milliards de tonnes de CO2 émises annuellement par la combustion de pétrole, de charbon et de gaz naturel, seulement le quart est capté par les forêts et végétaux. La moitié part dans l'atmosphère, entraînant une extension, une inflation du cours de la météo. Les syndicats arboricoles, qui sont en grève depuis le début de l'été, dénoncent des suppressions de postes trop importantes. La déforestation des massifs amazoniens, africains et du sud-est asiatique accentuerait la pénibilité du travail des arbres, et ce malgré des quotas de production toujours plus élevés. Face à ce qui s'apparente à une véritable prise d'otage des usagers, ne serait-il pas temps de relancer le débat de la privatisation de l'oxygène, voire de remplacer les arbres, dont certains sont plus que bicentenaires, pour faire place à des méthodes de récupération du CO2 moins archaïques ? Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo, se dit en tout cas favorable à la dématérialisation de la forêt de Fontainebleau et à l'automatisation des conifères alpins. Pour finir sur une note de gaieté, concluons ce journal avec la rubrique nécrologique et le décès de Nyonchi. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner. L'ancien dirigeant Khmer Rouge et bras droit de Pol Pot s'est éteint ce dimanche 4 août à l'âge de 93 ans. Les machines à tuer sont décidément les plus mal fauchées. Si cette vidéo vous a déplu, n'hésitez pas à vous désabonner de cette chaîne. Si vous ne pouvez pas vous désabonner, abonnez-vous pour pouvoir ensuite le faire. N'oubliez pas non plus de faire vivre l'information dans l'espace commentaire. Les propos les plus illuminés seront lus en fin de journal. Dans un instant, il sera peut-être temps de vous déconnecter et d'aller vous saouler au bar pour digérer toutes ces informations. Parce que, à quoi bon avoir un gros cuit quand on peut se mettre une grosse cuite ? À bien avant longtemps.